Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Il est 18 h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le mercredi 10 mars 2021, au sommaire ce soir. La Haute-Savoie ne relâche pas l'étreinte concernant la vaccination sur son territoire. Après la campagne d'envergure menée sur le paquet à Annecy le week-end dernier, les autorités ont présenté ce mercredi matin leur nouvelle unité de vaccination mobile. Dès le 16 mars, un bus ira à la rencontre de certaines personnes âgées de plus de 75 ans qui vivent dans des zones reculées du département pour leur administrer une injection du vaccin Moderna. Et puis nous prendrons la direction du pays de Gex qui, comme de très nombreux endroits en France, doit faire face à des situations de déserts médicaux par manque de médecins généralistes. Nous verrons que la communauté d'agglomération a mis en place un centre de soins immédiats qui permet de traiter la petite urgence. On débute cette édition avec les suites de la vaccination anti-Covid-19. 2 jours après la campagne d'envergure menée sur le paquet à Annecy, le département de la Haute-Savoie, la préfecture et l'agence régionale de santé ont présenté un nouveau dispositif ce mercredi matin. Dès le 16 mars, la nouvelle unité mobile de vaccination ira au contact de la population de certaines zones enclavées du département pour qu'elles puissent se faire vacciner. Au total, près de 1500 personnes sont ciblées par les services du conseil départemental pourront ainsi se faire administrer une dose du vaccin Moderna. Les personnes âgées de plus de 75 ans en perte d'autonomie, abonnées au service de téléalarme et bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie sont concernées par ce dispositif qui fonctionnera également pour l'injection de la deuxième dose, 28 jours minimum après la première. On écoute la réaction des autorités recueillies sur place. Nous avons identifié une douzaine de grappes dans le département et nous allons amener ce véhicule qui sera organisé et piloté par le département avec des infirmières du département, avec un médecin, soit le médecin local, soit des médecins de montagne avec qui nous avons trouvé un accord pour qu'ils puissent faire les vaccinations. Ils ont moins d'activité actuellement en montagne et nous allons nous déplacer à partir du 16 mars sur une commune centre avec une dizaine de communes agglomérées et les gens seront invités à rejoindre la commune centre près de chez eux directement ou avec l'aide de la famille ou avec l'aide des conseillers municipaux pour aller obtenir cette vaccination attendue. Je serai un préfet satisfait le jour où nous aurons réussi à vacciner toutes les personnes qui souhaitent être vaccinées. En tout cas, aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est d'une part l'organisation tourne. Lorsque on la sollicite pour monter en puissance, elle répond présent. Tous les vaccins qui nous sont attribués sont utilisés. Et donc, on essaie de diversifier parce que notre territoire est divers. Il y a des centres urbains, il y a des zones rurales, il y a des endroits accessibles, des endroits beaucoup plus difficiles d'accès. On essaie de diversifier, de multiplier, d'analyser au plus près du terrain là où sont les besoins. Je crois qu'il y a énormément de personnes qui demandent à être vaccinées, mais qui, de par leur santé, de par leurs difficultés de moyens de locomotion, ne réussissent pas à venir jusqu'au centre de vaccination, qui sont eux-mêmes aussi très surchargés. Et par conséquent, ce dispositif est vraiment un complément qui vient en plus du dispositif général de vaccination sur le département. Toujours en lien avec la pandémie de coronavirus, focus à présent sur un produit fabriqué dans le Faucigny. Pressimasque est un masque en silicone équipé d'un filtre en céramique. Le projet a pris forme en mars 2020 dans l'esprit d'Alain Autré. Cet ingénieur haut-savoyard voulait un masque réutilisable indéfiniment alors que chaque mois, 129 milliards de masques jetables seraient utilisés par la population mondiale. Après plusieurs mois de tests, Pressimasque commence à être commercialisé et sa fabrication va développer de l'emploi au niveau local. C'est un reportage de Lorena Bordiek. Il a la forme d'un masque de pilote d'avion. Dans ces 2 capsules colorées se cache un filtre en céramique inspiré de celui des voitures. On ne peut pas accepter que tous les masques viennent d'Asie. Donc on va créer un masque très innovant qui sera 100% fabriqué en France avec des sociétés locales. Au départ, un masque avec 0 déchet. C'est-à-dire que la céramique est nettoyable au four ou bien dans de l'eau bouillante pour la décrasser. Et l'idée, c'est vraiment d'arrêter tous les consommables sur les masques. Il est extrêmement protecteur par son étanchéité, mais par contre, pour l'instant, nous n'avons pas de normes officielles, c'est en cours d'obtention. Autre avantage, on peut le porter avec des lunettes. Par contre, il faut vider le résidu de condensation régulièrement. Les composants du masque sont assemblés en Haute-Savoie. La partie en métal de la capsule est décolletée dans la vallée de l'Arve. On a une capacité de production qui est capable d'aller très rapidement à 50 000 masques par mois, mais on n'en est pas encore là puisque les masques sont commercialisés depuis peu de temps. Les entrepreneurs sont prêts à envoyer leurs masques partout en France. Le colis est conditionné à Cluse. Alors, on réceptionne les composants qui viennent d'entreprises uniquement d'Auvergne-Rhône-Alpes. On assemble, vous l'avez vu, on stérilise, on gère la traçabilité laser, on met sous blister, puis
on sort l'ensemble des composants de la salle blanche et nous les emballons jusqu'à l'expédition finale. Nous avons investi 400 000 €, dont 50% financés par l'État dans le cadre du Fonds de développement de l'inclusion. On a remporté un appel d'offres. Notre objectif, c'est 20 emplois cette année. L'achat du masque représente un investissement de près de 100 €. On continue de parler de la crise liée à la Covid-19 et pour cela, on passe à notre invité du jour. Et ce soir, je reçois Thomas Serry. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Vous êtes un jeune entrepreneur en colère. Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui? Oui, on peut le dire clairement, parce qu'avec la crise, on avait ouvert précipitamment, on nous avait promis une ouverture des remontées mécaniques en février, donc un retour du tourisme. Et au final, ce qui s'est passé, c'est 15 000 € de contrats qui se sont envolés petit à petit. Au fur et à mesure des 15 premiers jours, nous, on avait déjà ouvert. Et en fait, on a pensé à tous les autres qui préparaient leur entreprise depuis presque un an, les restaurateurs, les hôteliers, même d'autres, des savonniers, toutes les personnes qui dépendent de leur vente dépendent du tourisme. Donc on a pensé à eux et on a envie de faire une action collective parce qu'on a besoin d'aide, clairement. Alors, expliquez-nous très concrètement, donc avec vos associés, vous avez donc lancé en janvier dernier votre entreprise, Les Bois de Galatée. Ouais. Vous faites donc partie des victimes collatérales de la fermeture des remontées mécaniques et de celle prolongée des restaurants. Expliquez-nous un petit peu ce que vous proposez au sein de votre entreprise. Alors nous, on propose des pièces souvenirs. Donc on travaillera essentiellement avec les magasins souvenirs pour faire de la pièce un peu spéciale ou exclusive selon les demandes. On peut s'adapter, on fait de la pièce en bois, on la grave à l'électricité. Et on voulait aussi travailler avec les hôteliers restauration pour faire des plateaux sur mesure, pour déposer des assiettes, des cafés gourmands, les choses comme ça, ou même des supports de bouteilles. En fait, on veut travailler le bois à la demande et aussi créer notre propre gamme. Du bois local? Du bois local. La situation que l'on vit depuis un an, elle ne vous a pas freiné dans l'envie de monter cette société, de vous lancer dans le grand bain? Non, parce que en fait, on avait bon espoir que, au vu de tout ce qui s'était passé les années précédentes, avec toutes ces belles promesses qui se sont posées, qui ont été dites, ça va se calmer, vous inquiétez pas, il y a le vaccin qui va arriver, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, vous inquiétez pas. On s'est pas plus inquiété que ça, on a fait comme la majorité des Français, hein, on y a cru. Puis au final, on se retrouve le bec dans l'eau et on est en colère. Alors aujourd'hui, pour que l'on comprenne bien, votre entreprise a été lancée. Est-ce que vous avez quand même des rentrées d'argent? Non, aucune. On en a une petite par-ci, par-là. On a fait 200 € au mois de janvier, on a fait 300 € au mois de février et là, on vient de commencer le mois de mars, on a 200 € qui se présentent. Peut-être un petit peu plus parce qu'on arrive à se retourner vers le monde de la charpente et de la menuiserie, mais tout le monde n'a pas cette chance comme nous de pouvoir explorer d'autres horizons. Et est-ce que vous avez pu bénéficier d'aide de la part de l'État pour le moment? Aucune. Vous avez des explications? Est-ce que vous savez pourquoi votre entreprise ne rentre dans aucune case justement pour pouvoir bénéficier de ces aides? Parce qu'on a été créé trop tard, tout simplement. Qu'à l'heure actuelle, par exemple, si quelqu'un se retrouve au chômage, il a le droit à certaines aides, ce qui est tout à fait logique, il n'y a pas de souci. Mais tous ces gérants, ces entrepreneurs, ces personnes, même ceux qui ont eu le droit aux aides, aux prêts garantis par l'État, je me suis un petit peu renseigné, les gérants, s'ils ne tapent pas dans la trésorerie, s'ils ne veulent pas taper dans leur trésorerie, ils n'ont plus de salaire non plus. Donc je pense que ce collectif, il va même s'agrandir jusque-là. Le but, ça va être de rassembler le plus de monde possible à tous ces gérants qui n'ont pas eu de salaire, pour certains comme les clubs, depuis presque un an. Expliquez-nous un petit peu justement comment ça s'est fait, comment ça s'est créé ce collectif. Est-ce qu'il y a eu un point précis? J'ai manifesté à Chambéry le 20 janvier et puis on a vu un député, donc on a bien rigolé en se demandant s'il y avait des élections législatives dans pas longtemps parce qu'on ne l'avait pas vu à la première manifestation au début de l'hiver. On n'avait vu personne du monde politique et avec un restaurateur de Chamonix qui lui venait d'investir 800 000 € dans un autre restaurant en plus qui est en train d'ailleurs je pense en train de couler, j'ai pas eu de nouvelles depuis. On a eu l'idée de créer ce collectif et au final c'est moi qui ai pris les rênes parce que c'est moi qui ai commencé à gérer vraiment la chose. Aujourd'hui, vous êtes combien au sein de ce collectif? Pour le moment, on n'a pas eu une grande pub de la part du Dauphiné, ça n'a pas très bien marché hélas, mais on est déjà 5 ou 6 entreprises avec un PDF à remplir. Le PDF a été rempli pour ces 5 entreprises. Comment ça se passe justement au sein de ce collectif? Vous arrivez à vous rencontrer? Qu'est-ce que vous essayez de mettre en place? Pour le moment, on n'est pas assez nombreux. C'est pour ça que je passe ici ce soir. C'est parce que le but, c'est d'avoir vraiment du monde et après, commencer à chercher une solution pour créer une organisation et non juste une personne qui gère tout parce que c'est pas possible, c'est pas démocratique, c'est impossible. Donc, dans l'idée, là, à l'heure actuelle, ça serait vraiment
de mettre en place une fois qu'il y aura plus de monde, d'une vraie organisation. On voit depuis quelques mois maintenant, notamment sur les réseaux sociaux, des vidéos de personnes comme vous, propriétaires, entrepreneurs, en colère, à l'aboie financièrement. J'imagine que ça a joué dans cette envie de créer ce collectif. Ah oui, parce que en fait, le truc, c'est qu'on se base sur le fait, nous, on a besoin d'aide à l'heure actuelle. Donc, on a aussi la possibilité du crédit, mais comme notre projet est innovant, personne ne veut nous aider. Les banques, elles vont venir avec la bouée, les brassards, et puis elles vont sauter dans le pédiluve. Et elles ont encore peur de se noyer. Pourtant, c'est un projet qui est plein d'avenir pour nous. Et je me dis qu'il y a plein de gens qui peuvent faire de la bonne cuisine, qui peuvent apprécier, donner des bons gîtes au tourisme. Ces gens-là, toutes ces personnes, elles sont aussi en droit d'être aidées. Et pourtant, elles n'ont peut-être pas créé beaucoup plus tard que nous, tôt. Pardon. Est-ce que vous avez prévu des actions pour faire entendre votre voix dans les semaines, dans les mois à venir là, pour essayer de faire bouger les choses? Non, pour le moment, non. Parce qu'il faut vraiment, comme je disais, il faut plus de monde et aviser tous ensemble. Parce que si je commence à dire, moi, de mon côté, ça veut dire que je m'engage politiquement. Et c'est pas mon envie non plus. J'ai pas envie d'être politique. J'ai juste envie que tout le monde soit aidé parce qu'on est tous égaux. Et ça, c'est marqué c'est marqué en France, c'est marqué partout. Égalité, fraternité et liberté. Est-ce qu'aujourd'hui, la pérennité de votre société, qui est très, très jeune, très récente, est-ce qu'elle est en danger déjà? Elle est déjà en danger. On a ouvert précipitamment parce qu'on a voulu préparer nos contrats, on a voulu faire les choses bien. Et au final, on s'est retrouvé plus en danger qu'autre chose, étant donné qu'on est tous en train de basculer nos comptes privés dans le rouge pour essayer de faire vivre l'entreprise, pour essayer de faire de la production. Donc d'un autre côté, ça se décante aussi un petit peu. On a été invité sur des marchés artisanaux, mais c'est pas suffisant. Le prochain marché, il est début mai. On a encore 2 mois de battement, 2 mois d'entrepôt à payer. C'est pas possible. Vous êtes 3 associés, si je ne Oui. dis pas de bêtises. Comment ils se positionnent, vos 2 autres associés, par rapport à ce combat? De la même manière que moi, ils sont derrière moi, il n'y a pas de souci, ils m'épaulent. De toute manière, on est tous ensemble, on est tous dans la même galère. Et le but, c'est qu'on soit tous aidés, autant mes associés que toutes les autres entreprises en France. Comment est-ce que vous voyez la suite là? Vous arrivez à avoir un petit peu d'optimisme ou c'est très compliqué? Je suis un petit peu optimiste. Le seul problème, c'est que pour le moment, il y a très peu de monde derrière moi, derrière notre entreprise. Et tant qu'il n'y aura pas une assez grosse masse, ça ne marchera pas. On ne sera pas entendu. Le député, M. Roland, m'avait donné son mail pour que je lui écrive quelque chose, lui expliquer ma situation. Lui, il allait soi-disant le dire à l'Assemblée, mais ce n'était pas possible. Une petite entreprise comme nous, trois personnes en Savoie, à Chambéry, qu'est-ce qu'il s'en fout? Il n'allait jamais le dire. Merci beaucoup, Thomas Pas de Serry. souci. Bonne continuation, bon courage pour la suite. Merci, au revoir. Merci, au revoir. C'est une mesure qui fait suite au Grenelle des violences conjugales de novembre 2019 et qui s'impose presque au vu de l'explosion du nombre des cas de violences intrafamiliales depuis 1 an et la mise en place du premier confinement. En Savoie, les victimes de violences conjugales et familiales pourront désormais directement porter plainte contre leurs agresseurs à l'hôpital. Une convention a été signée en ce sens ce mardi entre les différentes parties. Ce dispositif vise avant tout à libérer la parole des victimes, mais aussi à faciliter l'action de la justice dans ces enquêtes, souvent compliquées par le contexte familial. Le centre hospitalier Métropole Savoie, le centre hospitalier Vallée de la Maurienne ou encore le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice font partie des établissements concernés. En Savoie, en 2020, les services de police et de gendarmerie ont enregistré 600 plaintes pour violences intrafamiliales, soit une hausse de 26% en 1 an. Je vous propose d'écouter quelques réactions. Les plaintes seront prises par des officiers de police judiciaire, mais lorsque la personne sera en contact avec un médecin, tout simplement un médecin urgentiste, parce qu'elle a besoin de soins, celui-ci est encouragé à faciliter le recueil de la parole à travers un lieu qui sera dédié à l'hôpital et à travers une procédure qui permettra très rapidement aux policiers ou aux gendarmes de venir recueillir cette parole. Avant, il y avait une espèce d'aller et venue entre les services de police, gendarmerie et l'hôpital, puisque le certificat médical est important aussi dans l'enquête et la caractérisation, on va dire, d'une infraction de violence. Donc oui, ça nous permet, si vous voulez, de ne pas en perdre en chemin, si je puis dire. Ça, c'est la première chose, puisque certaines victimes hésitaient, après être allées à l'hôpital, à dénoncer les faits en zone police ou en zone gendarmerie.
parce que tout simplement, parfois, elles étaient suivies par leur agresseur. C'est tout bête. Un hôpital, c'est beaucoup plus neutre et du coup beaucoup plus protecteur pour elles. La vie quotidienne aux urgences, c'est de pouvoir accueillir tout type de population, dans tout type de situation, et malheureusement, effectivement, souvent des personnes, dans certains cas, des personnes victimes de violences conjugales. Et ça ne s'improvise pas, la prise en charge de ces personnes. Et donc il y avait effectivement une demande d'un certain nombre de professionnels d'avoir des clés, des outils, d'être formés à ces éléments-là. Et c'est ce qu'on a signé aujourd'hui, cette convention qui donne ce cadre-là, effectivement, apporte une réponse à cette demande. Suite de notre série de la semaine consacrée aux alternatives médicales. Après Pras-sur-Arly mardi, nous prenons ce soir la direction du Pays de Gex. Cette zone frontalière manque cruellement de médecins généralistes et souffre également de son éloignement avec l'hôpital de Saint-Julien en Genevois. Pays de Gex Agglo a donc décidé de mettre en place le CESIM, un centre de soins immédiats pour le traitement rapide de la petite urgence. Jean-Paul Crespi nous présente ce cas unique en France. Reportage. En France, un territoire de 100 000 habitants accueille en moyenne 153 médecins généralistes. Dans le Pays de Gex, ils sont 52 pour assurer cette présence médicale nécessaire aux habitants du territoire. Et l'absence d'un hôpital de proximité oblige ces mêmes habitants à se déplacer au centre hospitalier de Saint-Julien en Genevois, situé à plus de 40 minutes, pour bénéficier de soins en urgence. À l'initiative de Pays de Gex Agglo, un centre de soins immédiats a ouvert ses portes depuis plus d'1 an, une solution de proximité complémentaire, sa vocation étant de dispenser des soins de petite urgence, une urgence ressentie, mais non vitale. Beaucoup de patients n'ont encore pas de médecin traitant, et les patients qui ont des médecins traitants, parfois n'arrivent pas à avoir accès à leur médecin traitant. On se propose tout simplement de faire la jonction, c'est-à-dire le temps de l'indisponibilité du médecin traitant, de répondre à l'urgence ressentie par le patient, puis de renvoyer ce patient après vers son médecin traitant, bien évidemment. On est là pour vraiment collaborer avec les médecins du territoire, et plus que les médecins, je dirais tous les acteurs médicaux du territoire. Une luxation de l'épaule, un nourrisson souffrant d'une très forte fièvre, le CESIM soigne les petites urgences. Mais pour accéder à ce service, les patients doivent appeler le SAMU au 15. Une procédure nécessaire pour éviter les erreurs de régulation pour un patient nécessitant une lourde prise en charge. Le CESIM aura probablement vocation dans les années à venir à se réformer, je dirais. C'est-à-dire probablement pour remplir des missions qui vont au-delà de ce qu'il est en train de faire actuellement. Il y a une réflexion qui est en cours par rapport à tout cela, et cette réflexion, elle aboutira sur quelque chose, je dirais, à moyen-long terme. Très clairement. C'est au Pays de Gex de mettre en place ce qu'il peut mettre en place justement pour répondre à une demande forte et avec les capacités qui sont les siennes. Mais c'est aussi au Pays de Gex de mettre l'État devant ses responsabilités sur le sujet. Parce que c'est sûr que ce n'est pas Pays de Gex Agglo qui va pouvoir porter au-delà de ce qu'on fait ici et qui est très bien et qu'on va étoffer. Mais par contre, on ne pourra pas évidemment passer à des financements sur des structures beaucoup plus lourdes dont on a besoin. Entièrement financé par Pays de Gex Agglo à hauteur d'1 million d'euros par an, le centre de soins immédiats s'inscrit dans une démarche plus globale d'accès aux soins de premier recours. 8 médecins, dont des urgentistes, et 7 infirmières et secrétaires médicales animent la structure. Chaque semaine, le CESIM réalise entre 100 et 150 consultations. Et jeudi, pour le 3e et dernier épisode de cette série, nous irons dans l'Ain pour découvrir des cabines médicales. Un mot de football avec le FC Annecy qui accueillait Laval ce mardi soir au Parc des Sports pour un match en retard du championnat de national. Et malheureusement, les Hauts-Savoyards ont chuté pour la 11e fois de la saison. Les Rouges s'inclinent 2-0. Les buts mayennais sont signés Wada et Silla. Le Fessé reste scotché à la 18e et dernière place du classement avec désormais 9 points de retard sur le premier non relégable Bourg-en-Bresse. Prochain match pour Annecy ce samedi avec la réception d'Avranches. On se quitte avec une information qui pourrait vous intéresser si vous êtes parent et que vous habitez Annemasse. Un nouveau groupe scolaire verra le jour à l'horizon 2025, l'a-t-on annoncé. Il comportera un service de restauration scolaire, un centre de loisirs et un gymnase scolaire. Le coût estimé de ce chantier s'élève à 11,7 millions d'euros. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Après la météo de Thierry Paume, place au 3e épisode de Panorama avec Victoria Lopez. L'émission est consacrée cette semaine au monde du bobsleigh et c'est à La Plagne que ça se passe. Je vous retrouve jeudi pour un nouveau journal. Prenez soin de vous. Passez une très belle soirée. À demain.